Minuit. Une personne après l'autre disparaît dans l'obscurité, au-delà des portes métalliques rouillées. Leurs yeux sont vides et vitreux. Leurs mouvements sont lents et robotiques. Des hommes, des femmes, des enfants. Après cela, ils ne seront plus jamais revus. Leurs cris ne seront jamais entendus. Il y aura bel et bien des cris. Je crie, tu cries. Nous crions tous. Pour de la glace. Avançons jusqu'au lendemain matin, alors qu'un conducteur de dépanneuse monte dans sa cabine. Conduire une dépanneuse n'est pas glamour, et on se fait souvent crier dessus par des propriétaires en colère, mais ça fait vivre. C'est ce que se dit le conducteur de la dépanneuse en se rendant à la banque ayant signalé un véhicule non autorisé sur le parking des employés. Probablement quelqu'un qui l'a laissé là toute la nuit, après avoir un peu trop bu dans une taverne du coin ou quelque chose comme ça. En arrivant sur le parking, il découvre une scène inconnue, malgré des années à remorquer des voitures. C'est un camion de glace, un vieux modèle un peu cabossé et en mauvais état, mais un camion de glace tout de même. Un sabot de Denver est déjà fixé à une roue et d'étranges traces de dérapage entourent le camion. Quelqu'un a tenté de sortir le camion alors que le sabot était toujours là. Eh bien, si quelqu'un a essayé, il a échoué. Le conducteur tracte le camion de glace jusqu'à la fourrière avec sa dépanneuse. Il ne reste plus qu'à attendre de voir si le propriétaire viendra récupérer le camion. Avec les jours passant sans visiteurs, les dépanneurs se demandent si quelqu'un viendra le réclamer. Ils font des paris entre eux, en essayant de deviner combien de jours cela prendra encore, si jamais le propriétaire vient un jour. Après une semaine, le dépanneur qui a amené le camion de glace décide de regarder à l'intérieur. Personne n'a encore pris la peine de regarder, et sa curiosité grandit. À sa grande surprise, les portes arrière du camion s'ouvrent sans problème. Le truc était déverrouillé depuis le début. À l'intérieur, il trouve plusieurs congélateurs remplis d'une variété de produits étonnamment encore congelés. Il vérifie, en regardant derrière lui, qu'il est seul. C'est contre les règles, mais ce n'est pas comme si quelqu'un allait remarquer la disparition d'une seule glace. Et il a fait tellement chaud aujourd'hui. Il prend une friandise glacée emballée et quitte vite le camion en refermant les portes. Il ne reconnaît pas l'écriture sur l'emballage coloré. Ce doit être une glace de sous-marque. Mais quand il la déballe, ça a l'air plutôt bon. Un enrobage chocolat brillant, un bâtonnet en bois, cela évoque une barre glacée classique. Il prend une petite bouchée pour essayer et le chocolat craque sous ses dents, laissant place à une douce glace à la vanille. C'est bon. Il finit vite la friandise, s'essuie les doigts sur son pantalon et jette l'emballage à la poubelle. Un crime sans victime. En jetant l'emballage, il aperçoit les mots « saveur super surprise » imprimés sur le côté. La vanille n'est pas une saveur surprenante pour une barre glacée, mais il suppose que c'est juste un choix marketing inhabituel. Il ne saura jamais vraiment ce qu'il vient de manger, et c'est peut-être mieux ainsi. Après tout, l'ignorance fait le bonheur. Alors que le dépanneur attend que quelqu'un réclame le camion de glace et goûte ses produits en cachette, la police locale tente de résoudre plusieurs disparitions. Au cours des derniers jours, 4 personnes ont disparu d'un parc de mobile home voisin. Elles ont toutes disparu en pleine nuit, sans effraction ni signe suspect. Aucune n'a laissé de mots ni eu de raison de partir subitement. Ça n'a tout simplement aucun sens. Sans aucune piste à suivre, la police fait appel à une organisation qui a un bien meilleur taux de réussite en matière de mystères non résolus, la Fondation SCP. 3 agents spéciaux sont envoyés sur place. Un jeune homme, relativement novice dans le travail de terrain, un homme plus âgé qui travaille pour la Fondation depuis des décennies, et une femme d'âge moyen ayant une grande expérience aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire de recherche. Ils ignorent ce qu'ils cherchent, mais le reconnaîtront une fois trouvé. Quelque chose traverse ce parc de caravanes, emportant les gens un par un au beau milieu de la nuit. Ils doivent juste découvrir ce que c'est. Les agents de la Fondation interrogent individuellement chaque membre de la communauté pour leur demander s'ils ont vu ou entendu quelque chose de suspect. Une femme rapporte qu'elle a trouvé sa fille debout dehors, juste au lever du soleil. La fillette était sortie de son lit et avait parcouru plus d'1 mile depuis sa caravane avant que sa mère ne se réveille et s'aperçoive qu'il y avait un problème. Mais lorsque sa mère lui a demandé pourquoi elle était hors du lit, la fillette ne se souvenait pas s'être levée. « Ça devait être du somnambulisme », dit la mère. Les agents soupçonnent qu'il pourrait se passer quelque chose de plus sinistre et anormal ici. Mais ils n'en sont pas certains avant de parler à un dernier témoin potentiel sur leur liste, un homme âgé et sourd qui a perdu l'ouïe à cause d'une maladie il y a plus de 50 ans.
La police ne lui a pas parlé, car aucun agent enquêtant ne maîtrisait la langue des signes. Heureusement, l'agente de la Fondation parle couramment la langue des signes américaine. Elle interroge l'homme et traduit sa déclaration pour ses collègues. Le vieil homme raconte s'être réveillé il y a 2 nuits en voyant des lumières à sa fenêtre. C'étaient des phares qui éclairaient directement la fenêtre près de son lit quand un véhicule passait. Comme sa fenêtre ne donne sur aucune route principale, il était naturellement perplexe et un peu inquiet. Il a vérifié son téléphone et a vu qu'il était un peu après 3 heures du matin. Il s'est redressé, a regardé dehors et vu un camion garé devant sa caravane. Pas n'importe quel camion non plus, mais un camion de glace. C'est une vision agréable par un après-midi ensoleillé, bien sûr, mais en pleine nuit, le voir là lui glaça le sang. Mais la peur qu'il avait eue au début n'était rien face à la terreur qui l'envahit en voyant sa voisine sortir de sa caravane, les yeux écarquillés et vitreux comme une somnambule, et s'approcher du camion. En s'approchant, les portes arrière du camion s'ouvrirent, l'invitant à entrer. Sans la moindre hésitation, la voisine entra dans l'obscurité et les portes se refermèrent brusquement derrière elle. L'homme sauta hors du lit, les articulations douloureuses à cause du mouvement brusque. Il a traversé la vitre et a couru jusqu'au camion, tirant sur les portes arrière, mais en vain, elle ne voulait pas bouger. Quoi qu'il ait poussé sa voisine à monter dans le mystérieux camion, il n'y aurait aucun moyen de la faire sortir. Il a couru vers la caravane de son autre voisin et a frappé à la porte aussi fort que possible. Un couple marié vivait là, des gens sympathiques, toujours prêts à aider un voisin en difficulté. Il pourrait sûrement agir. Le mari ouvrit la porte et, prêt à demander la raison de la visite tardive du vieil homme, il s'interrompit brusquement. Ses yeux ont pris ce même regard vitreux et vide, et il a commencé à marcher vers le camion de glace comme s'il était en transe. Le vieil homme saisit le bras de son voisin pour l'empêcher de monter dans le camion, mais le plus jeune, plus fort, se dégagea facilement et disparut à l'arrière du véhicule. Il est rentré et a appelé la police, mais personne n'a répondu. Au matin, le camion avait disparu, ainsi que ses voisins. Alors que le vieil homme raconte son histoire à l'agente de la Fondation, il devient de plus en plus bouleversé. Il supplie qu'on retrouve le camion pour découvrir ce qu'il fait des personnes qui l'enlèvent. Avant qu'il ne parte, il leur donne un dernier détail. Le camion, d'après ce qu'il a pu voir, n'a pas de conducteur. Il se déplace tout seul. Les agents sont perplexes face à son récit, pas à cause de l'histoire du camion de glace autonome qui enlèverait des gens, mais pour une autre raison. Il est évident que ce camion de glace est responsable des disparitions. Pourquoi choisit-il certaines personnes et pas d'autres? Pourquoi son effet anormal a-t-il épargné le vieil homme? Pour le savoir, il faut mettre la main sur le camion. Les 3 agents passent la journée du lendemain à appeler dans toute la ville pour trouver des signalements d'un camion de glace là où il ne devrait pas y en avoir. Leur enquête les conduit à une fourrière et à un chauffeur de dépanneuse intolérant au lactose qui avait pioché dans la réserve de glace en cachette. Les agents arrivent à la fourrière et trouvent le camion garé là. Se pourrait-il que ce soit celui-là? Il correspond à la description donnée par le témoin. En inspectant l'intérieur, ils trouvent le congélateur rempli de produits glacés à l'apparence fraîche et étrangement froid. Tout indique que c'est le camion qu'ils cherchent. Ils paient une amende de quelques centaines de dollars et emmènent le camion au site 17. L'homme âgé et l'agente prendront le camion de glace, tandis que le plus jeune conduira la voiture utilisée au départ. Tard dans la nuit, l'équipe roule et n'est plus qu'à quelques heures du site 17 quand le plus jeune aperçoit dans son rétroviseur que le camion de glace a dévié. Il s'est arrêté au bord de la route et ses coéquipiers sortent des sièges avant. Le plus jeune s'apprête à éteindre la radio et à baisser sa vitre pour demander ce qui se passe, puis remarque une expression étrange chez ses coéquipiers. Leurs yeux sont vides et sans expression, et ils marchent vers les portes arrière du camion. C'est exactement comme l'a décrit le témoin oculaire, une sorte de transe provoquée d'une manière ou d'une autre par le camion. Il s'arrête sur le côté et tend la main vers la poignée de sa porte, mais il se fige. S'il sort, est-ce que la transe l'emportera aussi ? Qu'est-ce qui a protégé le témoin oculaire alors que ses voisins ont été affectés? Soudain, il comprend. Le vieil homme était sourd. Les camions de glace diffusent de la musique. Il se souvient avoir lu l'Odyssée à l'école et que les hommes du navire d'Ulysse, envoûtés par le chant des sirènes, sautèrent vers leur mort. Ça doit être ce qui se passe ici, mais alors qu'il se couvre les oreilles avec ses mains et se prépare à courir après ses coéquipiers, il les voit disparaître dans le camion et les portes se referment derrière eux. Ils sont partis.
Le chagrin l'envahit, mais il se force à retenir ses larmes. Il pleurera plus tard. C'est à lui d'arrêter cette chose avant qu'elle ne prenne quelqu'un d'autre. Il demande d'abord du renfort à la Fondation pour capturer une anomalie potentiellement mortelle et insiste pour que tous apportent une protection auditive. Ils doivent absolument éviter d'entendre la musique du camion. 2 fourgonnettes arrivent avec les renforts et le camion de glace semble remarquer qu'il est encerclé. Il fait vrombir son moteur, tentant de s'élancer sur la route. Le jeune homme réagit vite et bloque le passage avec sa voiture. Mais le camion ne va pas céder si facilement. Il recule, prend de la vitesse et fonce sur le côté de sa voiture. Il recule et le percute encore, tentant de dégager sa voiture. 2 agents, équipés d'écouteurs anti-bruit, tentent d'entrer par les portières latérales pour prendre le volant, mais le camion accélère et les projette en l'air. Puis, il fait demi-tour et s'engage sur une route secondaire. Pas question, le jeune homme ne va pas laisser cette chose s'échapper. Il fait vrombir son moteur et poursuit le camion de glace. Un de ses phares a été cassé lors de l'attaque du camion. La route est sinueuse et sombre, mais il plisse les yeux et concentre toute son énergie pour le suivre. Il augmente le volume de la radio. Du rock classique résonne tandis qu'il dérape dans les virages, poursuivant le camion renégat. Les autres agents le rejoignent et foncent sur les routes secondaires pour poursuivre ensemble le camion de glace. La poursuite dure près de 2 heures, 1 heure et 43 minutes pour être exact. Puis, quelques minutes après, 5 heures du matin, le jeune homme rattrape le camion de glace. Il est arrêté, immobile, au milieu de la route. Prudemment, il baisse le volume de sa radio. Il entrouvre la fenêtre. Aucun bruit, à part le gazouillis des premiers oiseaux du matin. Quoi qu'il ait fait avant, le camion s'est arrêté. Pour l'instant. Les agents immobilisent le camion de glace avec des sabots et le transportent sur un camion à plateau jusqu'au site de la Fondation. Ils fouillent à l'intérieur à la recherche des agents disparus, ou du moins de leurs restes, mais ne trouvent rien à l'intérieur. Enfin, pas tout à fait rien. Il y a les congélateurs bien remplis, bourrés de glace. En fait, il semble qu'il y ait encore plus de glace là-dedans que lors de la dernière inspection. Désespéré, le seul survivant de la mission comprend ce qui est arrivé au corps de ses collègues. Le camion est immédiatement placé en confinement et désigné sous le nom de SCP-490. SCP-490 est un camion de glace datant d'environ les années 1960. Il est mécaniquement standard, autant que la Fondation puisse en juger, à l'exception du système audio. Le système, bien qu'apparemment en état de marche, ne répond à aucune entrée externe, ni à aucune tentative d'utilisation. La clé du camion est toujours dans le contact et ne peut en être retirée par aucun moyen. En dépit de ces aspects inhabituels, le camion peut être conduit comme n'importe quel autre camion de ce type et pourrait facilement être pris pour un camion de glace parfaitement ordinaire. S'il n'est pas retenu, entre 2 heures et 5 heures du matin heure locale, le camion de glace démarrera son propre moteur et circulera de lui-même sur les routes locales selon un trajet aléatoire à basse vitesse. Pendant cette période, il fonctionnera comme s'il s'agissait d'un véhicule tout neuf malgré ses signes évidents d'usure. Grâce à ses haut-parleurs intégrés, il diffusera une mélodie non identifiée, proche de celle des camions de glace similaires. Contrairement à ces camions qui jouent des variations de classiques comme Pop Goes the Weasel et Teddy Bear Picnic, la musique provenant de SCP-490 ne boucle jamais, ne se répète jamais, et elle est suffisamment inhabituelle pour ne jamais être identifiée. Elle ressemble vaguement à une chanson dont vous pourriez vous souvenir de votre enfance, mais elle est d'une certaine manière légèrement différente. La mélodie tourne en boucle et dévie dans le mauvais sens, rendant la musique vaguement inquiétante. Voilà ce que j'ai lu. Je n'ai jamais entendu la musique moi-même. Ce serait trop dangereux. Toute personne qui entend la musique émise par SCP-490 commencera à s'approcher du véhicule. Les instructions pour s'arrêter sont inutiles, et ils iront même jusqu'à se débattre pour se libérer lorsqu'ils sont physiquement retenus. Lorsque la personne atteint le véhicule, les portes arrière s'ouvrent pour l'inviter à entrer. S'ils le font, les portes se refermeront derrière eux et il deviendra impossible de les ouvrir par des moyens ordinaires. D'après le dossier officiel de la Fondation, forcer les portes est possible, mais les informations sur la suite ont été expurgées. Il semble que je n'ai pas l'habilitation de sécurité nécessaire pour accéder à ce détail particulier. Cependant, je pense pouvoir faire une supposition. Ce n'est certainement pas joli à voir. Si plus d'un sujet est attiré par le champ envoûtant du camion de glace, ils feront la queue de manière ordonnée et attendront leur tour. Un par un, ils entreront par les portes lorsqu'elles s'ouvriront, ou resteront là jusqu'à la fin de la période d'activité de 3 heures. Si des sujets affectés se trouvent à l'extérieur du véhicule lorsque le temps est écoulé, le sort sera rompu et ils s'éloigneront, hébétés.
Les survivants interrogés par l'équipe de recherche ne se souvenaient ni de l'incident, ni d'avoir entendu un camion de glace. Après 5 heures du matin, le SCP-490 perdra toutes ses capacités anormales et les portes seront à nouveau faciles à ouvrir. Quiconque est entré dans le camion pendant ces heures d'activité a disparu. À leur place, les congélateurs à l'intérieur seront soudain réapprovisionnés en diverses friandises glacées. On y trouve des sucettes et barres glacées aux parfums classiques comme chocolat, fraises ou vanille. Certains emballages indiquent « saveur super surprise ». Quelle est cette saveur? Eh bien, c'est de la chair humaine, comme l'ont confirmé les tests ADN. Et oui, pour répondre à la question que vous vous apprêtez à poser, la chair appartient aux personnes disparues qui ont été attirées par le camion au départ. Je suppose que la publicité dit vrai. Ce serait vraiment surprenant de trouver de la chair humaine dans ma glace. Si vous voulez une option sans produits laitiers dans ce camion, pas d'inquiétude. On m'a dit qu'il y a aussi des esquimaux dans les congélateurs, faits de sucre simple et de sang humain. Pour les vampires cherchant une friandise d'été rafraîchissante, j'imagine. Désolé, il m'arrive parfois d'ajouter un peu de légèreté au sujet en question. En ce qui concerne les mesures de confinement, le SCP-490 est actuellement conservé dans le garage de stockage de la fondation Dixit Golf. Ce garage a été fortement insonorisé et sa porte a été remplacée par une porte insonorisée, équipée d'une serrure à code intérieur. Le SCP-490 doit avoir ses 4 roues immobilisées avec des sabots de stationnement standard et être enchaîné en permanence à 4 boulons à œil en molybdène. Les œillets sont fixés dans un sol en béton massif à au moins 3 mètres de profondeur. Je préfère séparer vie privée et travail en me concentrant sur mes recherches plutôt que sur des anecdotes. Cependant, en lisant à propos de SCP-490, j'ai senti un souvenir étrange, à moitié oublié de mon enfance, commencer à remonter à la surface. J'étais jeune, pas plus de 8 ans, si je me souviens bien. C'était une chaude nuit d'été, et je dormais profondément. Quand tout à coup, j'ai entendu la douce mélodie d'une chanson, un son délicat et tintant comme une boîte à musique. J'ai regardé l'horloge au mur, il était bien trop tard pour qu'une camionnette de glace soit dehors. Mais la seconde d'après, je me retrouvais debout dans la cour, devant un lampadaire, pieds nus et toujours en pyjama. Ma mère me tenait fermement par les épaules, les yeux écarquillés de peur. Elle a dit que j'avais tenté de quitter la maison la nuit pour poursuivre une camionnette de glace. J'ai crié et me suis débattu quand elle m'a éloigné de ce véhicule étrange, mais heureusement, elle était bien plus forte. Elle m'a empêché de monter à l'arrière du camion. Je ne peux pas être sûr de ce qui s'est vraiment passé, ni de la part de vérité dans ce souvenir, ou de ce qui vient du souvenir confus d'un enfant effrayé. Je me souviens que ma mère dormait toujours avec des bouchons d'oreilles pour ne pas entendre les ronflements de mon père. Elle n'aurait pas pu entendre la musique qui m'a poussé hors de mon lit cette nuit-là. Si elle n'avait pas porté ses bouchons d'oreilles, si elle ne m'avait pas arrêté. Eh bien, je préfère ne plus y penser. Si vous entendez une musique étrange la nuit, comme un camion de glace à une heure improbable, tirez votre oreiller sur la tête et ignorez-la jusqu'au matin. Sinon, vous pourriez devenir le prochain parfum super surprise. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-1386, le camion de glace doué de conscience.